d'âme. Bienvenue sur le podcast qui vous plonge dans l'univers de la santé mentale et physique des femmes. Suivez les témoignages émouvants, les histoires captivantes et les conseils des professionnels de santé pour vous éclairer sur des sujets spécifiques. Embarquez dans l'esprit et le corps des femmes pour un voyage unique et inspirant. État d'âme. Chaque femme est unique, mais certains parcours de santé s'entremêlent. Vous découvrirez tous les états d'âme, les émotions dont ces guerrières, ces combattantes, ces femmes exceptionnelles ont eu à affronter. Un podcast de Stéphanie Jarry. Bonjour à tous, vous êtes sur État d'âme, le podcast pour la santé des femmes. Dans cet épisode, nous évoquerons différents sujets. L'endométriose neuropathique, le parcours PMA, le cancer du sein, la reconstruction mammaire, dont la mastectomie et le lipomodelage, l'intolérance au gluten et l'alimentation anti-inflammatoire, les violences gynécologiques. Je sais, vous êtes en train de vous dire que ça fait beaucoup, non ? Mais c'est bel et bien tous les problèmes de santé qu'une femme extraordinaire a dû affronter l'un après l'autre et auxquels elle fait encore face aujourd'hui. Découvrez Aurélie, 42 ans seulement, et pourtant un lourd passé médical. 11 opérations, dont 4 pour l'endométriose, et un parcours PMA. Lors de son suivi médical pour son endométriose, elle se rend compte que quelque chose ne va pas. À l'âge de 40 ans, lorsque son dernier gynécologue en date lui annonce qu'il ne pouvait plus rien faire pour elle, pour ses douleurs d'endométriose, et qu'il fallait lui retirer l'utérus, c'en est trop. L'endométriose d'Aurélie est partout, sauf dans l'utérus. À partir de là, pour Aurélie, c'est décidé. Elle commence à appliquer une nouvelle routine de vie afin de soulager le plus possible ses douleurs. Découvrez le parcours de santé d'Aurélie et ce qui a fonctionné pour la soulager. Une véritable battante qui a appris à se connaître sur le tard. Vous écoutez Sauvée par ma voix intérieure, écoutons son récit. Bonjour Aurélie, merci de partager avec nous ton histoire. Alors tu es maman d'un grand bout de chou de 8 ans. Est-ce qu'il sait qu'il a une superbe maman ? Bonjour Stéphanie, tout d'abord un grand merci à toi de me laisser la parole. Alors écoute, je ne sais pas si je suis une super maman, mais en tout cas moi je suis fière de mon fils, c'est mon seul et unique fils d'ailleurs, qui m'a dit l'autre jour que s'il devait me qualifier, il retiendrait ces 3 adjectifs: courageuse, aventurière et belle. Je pense évidemment que tous les enfants ont une maman magnifique à leurs yeux, mais pour le côté aventurier, c'est vrai que j'ai vécu à l'étranger et que j'ai beaucoup voyagé, donc j'ai toujours des histoires à raconter. Et puis pour le côté courageux, j'ai beaucoup vécu d'épreuves et il le sait, car on se dit presque tout chez nous. Pas de faux semblants ni de mensonges. Ça va au quotidien, il s'inquiète pas trop, il arrive à gérer émotionnellement tout ce qui t'arrive, vous en parlez ? Tu sais, le principal chez nous, c'est de communiquer et de se dire la vérité. En fait, mon fils est un enfant HPI, donc haut potentiel intellectuel. Il a besoin de comprendre les choses pour avancer et analyser les situations. Donc, c'est sûr que c'est pas tous les jours évident car il est exigeant et très demandeur en tant qu'enfant. Mais il sait que je suis atteinte d'endométriose parce que je dois composer avec ma santé physique tous les jours. Il sait également qu'il est issu d'une PMA, donc d'une procréation médicalement assistée. On lui a d'ailleurs expliqué notre démarche de faire don de nos embryons, qui malheureusement n'a pas abouti du fait de mon cancer, même si celui-ci n'est pas génétique, mais ça a quand même constitué une cause de rejet de notre dossier. Et ça, pour le moment, je ne lui en ai pas encore parlé, car j'ai besoin de prendre du recul sur le sujet, entre guillemets. Donc, je lui avais expliqué que je pourrais changer physiquement. Et au début, c'est vrai qu'il a pleuré. Mais finalement, je pense que le fait de lui avoir expliqué les protocoles, ça l'a rassuré quand ça a eu lieu. D'ailleurs, c'est lui qui est venu me tenir la main chez le coiffeur quand on a rasé les cheveux. Et c'est encore lui qui me disait au quotidien que j'étais belle avec ou sans cheveux. Quelque part, je pense que ça m'a permis de m'accepter très rapidement et de ne pas porter les turbans ou les perruques à la maison et finalement d'être moi sans artifice. Et je pense que ça, c'est vraiment un lâcher-prise qui est essentiel. Alors donc, tu es atteinte d'endométriose depuis plus de 20 ans. Comment as-tu décelé que quelque chose n'allait pas ? Quels étaient tes symptômes qui t'ont alarmée ? Dès mes premières règles, à l'âge de 14 ans, ça a été compliqué. En fait, je tombais dans les pommes. Je loupais l'école, je me tordais de douleur par terre, mais à l'époque, je savais pas que j'avais de l'endométriose. J'avais aussi une douleur à l'épaule droite très violente qui revenait cycliquement.
Et je pensais naïvement, d'ailleurs, que toutes les filles expérimentaient des cycles douloureux comme moi. Donc finalement, ma mère m'a emmenée chez le gynécologue très vite et on m'a mise sous pilule, sans bien évidemment m'expliquer les effets secondaires de la pilule. Mais toutefois, j'ai continué de souffrir. Je me rappelle même d'un gynéco qui, à l'époque, m'a auscultée et m'a fait très mal. Et mon père, qui m'attendait dans la salle d'attente, a vu le gynéco sortir furieux en disant que j'étais une folle et que j'avais plutôt besoin d'un psy que d'un gynéco. Donc, il y a vraiment eu beaucoup de violence verbale et physique dans mon parcours en y repensant. Et quand on a 18 ans, on pense effectivement que le problème vient de nous. La société fait en sorte que on te fait culpabiliser sur tout. Donc, au début, j'ai pensé que c'était moi, en fait. Et puis, à la suite de mon premier voyage en Amérique latine, j'avais 22 ans à l'époque, à mon retour. C'est là que j'ai découvert que j'étais atteinte d'endométriose. J'avais de terribles douleurs au ventre et j'ai pensé que j'avais attrapé un virus durant mon voyage puisque j'étais partie plus de 2 mois, donc j'ai pensé que j'avais une hépatite A. Je sais plus comment, j'ai atterri chez un gynécologue qui a mis des mots sur mes mots. Et en fait, j'avais 2 kystes ovariens de 7 cm de diamètre et il a prononcé le mot endométriose. Donc, à l'époque, j'avais 22 ans, et je ne savais pas ce qui allait me tomber dessus. D'ailleurs, je tiens à faire un petit rappel. L'endométriose touche plus d'une femme sur 10 et on estime que l'errance médicale est d'en moyenne 7 ans. Donc, c'était mon cas, 7 ans, c'est ça. Voilà, si on fait le compte. Après, j'ai entamé un long parcours de chirurgie, dont la dernière où on m'a annoncé que je ne pourrais sans doute pas porter la vie en moi. Car j'avais de l'endométriose partout, les trompes de Fallope, les ovaires, les intestins, la vessie, les ligaments utérosacrés et j'en passe. Et d'ailleurs, je reviens sur ma première opération. Donc, on m'a ponctionné les kystes. Voilà, j'ai été mise sous décapeptyle, donc sous ménopause artificielle pendant plusieurs mois, où on m'a expliqué qu'en étant sous ménopause artificielle, l'endométriose ne reviendrait pas. Et on m'a mis sous pilule en continu. Donc, moi, naïvement, à l'époque, j'ai écouté les médecins. Je me disais sans doute que l'endométriose ne reviendrait pas. On m'a pas expliqué, en gros, que l'endométriose, elle reviendrait. Voilà. Donc, il se passe 3-4 ans. Je pars m'installer au Venezuela. Et la veille du départ, je suis prise de douleur à me tordre dans tous les sens. Et j'allais arriver dans un pays à 10 000 km de chez moi où je ne savais pas quoi faire. Donc, j'ai réussi à avoir un médecin. Et c'était encore une fois l'endométriose qui était revenue. Et j'ai dû subir une résection intestinale en urgence puisque j'étais tordue de douleur. Et c'est là que je pense que j'ai compris que l'endométriose allait faire partie de ma vie. Mais je l'ai renié pendant longtemps. Puis ensuite, 3 ans plus tard, de nouveau, quand j'ai commencé à avoir des projets bébés, on est allé voir une gynécologue qui nous a demandé d'essayer naturellement pendant 6 mois. Donc, j'ai arrêté la pilule. Et en fait, l'endométriose s'est propagée partout en 6 mois. Donc, de nouveau, une opération qui dure plusieurs heures puisque j'ai des atteintes partout et à la suite de laquelle la gynécologue m'annonce que ce sera difficile d'être maman, voire impossible. J'habite à 10 000 km à l'époque et avec mon conjoint, on décide de déménager en France en fait pour démarrer un parcours PMA puisque en Amérique latine, on n'est pas couvert par la sécurité sociale pour faire ce genre de démarche qui coûte des milliers de dollars, il faut le dire. On a quand même de la chance en France à ce niveau-là. Et voilà, on démarre sur ça. Je me fais encore réopérer en 2014 d'une hernie ombilicale qui est la conséquence directe de ma dernière opération. Donc, on me pose une plaque au niveau du nombril. Et c'est ma dernière opération en date pour l'endométriose.
Est-ce que tu as trouvé des choses qui ont pu te soulager avec tes douleurs ou que les médecins t'ont recommandé? Vaste sujet que le soulagement des douleurs concernant l'endométriose, puisque chaque femme a une endométriose différente en elle. Donc, il faut pouvoir trouver des solutions par rapport à ses propres douleurs. Et mon parcours, il a été vraiment très long et chaotique parce que jusqu'à l'âge de 40 ans, en fait, j'ai bêtement écouté ce que les médecins me disaient. Donc, ça se résumait à la prise de pilules en continu. Et puis, dès que j'avais mal au ventre, c'était Spasfon, Antadis, Doliprane. Après, je suis passée au Doliprane codéiné. Mais en fait, le déclic pour moi, ça a été en 2020, quand là, j'avais vraiment énormément de douleurs, que je suis allée voir ma gynécologue de l'époque et qui m'a dit, écoutez, je ne peux plus rien faire pour vous. La seule solution que je vous propose, c'est d'enlever votre utérus. Sauf que mon endométriose était partout, mais pas dans l'utérus. Et c'est là que j'ai commencé en fait à me poser beaucoup de questions et j'ai débuté un gros parcours de recherche de la maladie que je n'avais jamais fait auparavant. Donc tu vois, par exemple, on parle d'alimentation anti-inflammatoire, on parle d'homéopathie, on parle de naturopathie, de yoga, de méditation, de bains dérivatifs. Enfin, tout ça pour moi, c'était l'inconnu total. Et finalement, la première chose que j'ai fait avant de pouvoir soulager mes douleurs, c'est déjà m'informer sur ma propre maladie, que je n'avais jamais fait auparavant, enfin, en tout cas pas en profondeur comme ça. Et là, j'ai eu une soif de connaissances immense. J'ai acheté tous les bouquins que je trouvais. J'ai fait des recherches par Internet sur des sites américains. Enfin voilà, j'ai fait un gros cheminement de recherche parce que qui dit patient éclairé dit que finalement on peut avancer beaucoup mieux dans sa prise en charge en connaissant sa propre maladie, quoi. Donc, quand cette gynécologue m'a dit qu'elle allait m'enlever l'utérus, forcément, j'ai arrêté de la voir. J'ai quand même fait 6 mois de ménopause artificielle sous décapeptyl qui m'a bien éclaté, bien défoncé. Et j'ai d'ailleurs des douleurs neuropathiques depuis ce temps-là, qui sont, pour l'instant, je crois, irréversibles. Et puis, enfin bref, ça se bouscule dans ma tête de parler de tout ça, mais en gros, il y a eu une grosse prise de conscience à 40 ans. J'ai décidé d'arrêter de voir mon gynécologue. J'ai également décidé d'arrêter la pilule pour faire un essai parce que ça faisait 20 ans que j'étais sous pilule en continu et j'avais besoin de comprendre comment fonctionnait mon corps sans pilule. Et surtout parce que ça m'a collé une grosse dépression, la dernière pilule que j'ai prise, quoi. Donc, je suis allée voir une autre gynécologue en lui expliquant mes douleurs. Et là, elle m'a dirigée vers un algologue, donc un médecin de la douleur. Et dans un premier temps, le travail avec lui a été d'utiliser... Alors moi, je ne voulais pas du tout de médicaments. Je voulais couper vraiment les médicaments. J'en voulais plus, j'en pouvais plus. J'en avais bouffé 20 ans. Donc, je voulais essayer des alternatives plutôt naturelles. Et donc, j'ai commencé à travailler. J'avais des gros problèmes au niveau du dos. Je ne tenais plus en station debout. Donc, il m'a proposé de faire de l'électrostimulation avec un TENS. Donc, ce sont des électrodes que tu mets là où tu as des douleurs, donc par exemple dans le dos. Et tu fais des séances 2 à 3 fois par jour pendant 20 minutes minimum. Et ça devient un peu ton meilleur ami pendant plusieurs mois et jusqu'au jour où les douleurs finissent par disparaître, en tout cas dans cette partie-là. Donc ça, c'était génial. Et puis, à côté de ça, je prenais un traitement de fond, mini-traitement de fond de Laroxyl. Donc c'est un... Alors, ça fait partie de la famille des antidépresseurs, mais c'est aussi il n'est pas bien classé parce que ça permet de diminuer les douleurs neuropathiques. Et moi, j'avais énormément de douleurs neuropathiques, donc j'ai pris un traitement de fond en parallèle quand même. Même si à la base, j'étais contre, mais il fallait quand même passer par là pour couper les douleurs au niveau du cerveau, ça partait complètement en vrille, donc il fallait faire quelque chose.
parce que, en gros, mon corps et mon cerveau avaient bugué par rapport à la douleur. Et donc, ce type de traitement qui fait partie des antidépresseurs, mais pas que, il est aussi utilisé pour les douleurs neuropathiques. Ça m'a permis, en fait, de faire une coupure avec ce que le cerveau disait au corps. Et en fait, il envoyait un message erroné au bout d'un moment. Tu vois, tu souffres tout le temps H24. Et en fait, c'est pas vrai. C'est une mauvaise information de la part du cerveau vers ton corps. Donc, il a fallu rétablir cet équilibre pour repartir sur de bonnes bases. Et puis après, évidemment, j'ai mis beaucoup de choses en place à cette époque, mais au fur et à mesure, j'ai essayé des choses. Donc, j'ai travaillé avec une naturopathe qui m'a donné pas mal de compléments pour pallier à l'endométriose, qui est donc, je le rappelle, une maladie inflammatoire. Maladie chronique et inflammatoire dit que, en gros, par rapport à une personne normale, tu décompenses rapidement sur beaucoup de choses. Donc, tu as besoin d'apports différents et en plus grande quantité. Prends régulièrement des oméga 3, de la curcumine, du glycinate de magnésium, beaucoup de choses qui font que ça me permet d'éviter toute cette fatigue chronique. En tout cas, j'arrive à arriver à un niveau un peu mieux que si je ne prenais pas ça. C'est bien d'être suivi par une naturopathe qui établit un bilan en fait en fonction de tes besoins et c'est pas mal. Je recommande la naturopathie. Ça peut soulager énormément. Ça permet de rééquilibrer le corps. Je me suis intéressée à l'alimentation. Alors, faut savoir que je suis une grande épicurienne. J'adore manger, j'adore cuisiner. Et à 40 ans, je me suis dit, je vais devoir passer à l'alimentation anti-inflammatoire parce que là, mon corps, il a beaucoup de douleurs. Donc, il faudrait peut-être que je fasse des tests. Donc, l'alimentation anti-inflammatoire, en fait, ça consiste à faire l'éviction de certains aliments au quotidien qui provoqueraient de l'inflammation dans ton corps, encore plus quand tu souffres d'endométriose, puisqu'on a dit à la base que c'était une maladie inflammatoire. Donc, par exemple, le sucre, clairement, c'est quelque chose qui est très inflammatoire dans le corps. Le gluten, c'est très inflammatoire pour les intestins, le système intestinal, etc. Le lactose, également, c'est très inflammatoire. Donc, moi, je me suis fixé des petits objectifs au fur et à mesure des mois. J'ai d'abord commencé par le gluten. Et on s'est rendu compte que j'étais allergique au gluten. Je l'ai découvert à l'âge de 40 ans. Donc, comme quoi, des fois, c'est vachement bien d'enlever certains aliments. Et depuis 3 ans, finalement, je ne mange pas de gluten, quasiment pas de lactose de temps en temps. Et plus du tout de sucre. J'ai remplacé le sucre blanc par d'autres types de sucre comme le miel, le sirop d'agave, du muscovado. Enfin voilà, on a changé notre alimentation à la maison. Tout le monde m'a suivi dans la famille, donc ça c'est plutôt cool. Et je pense que l'alimentation, c'est vraiment la base pour être aussi bien dans son corps, en bonne santé. Donc chez nous, il n'y a plus de plats préparés, tout est fait maison. Du coup, quand j'ai fait un changement au niveau de l'alimentation, donc on est passé aussi au bio dès qu'on pouvait le faire, parce que évidemment ça a un coût. On a aussi décidé de s'attaquer aux perturbateurs endocriniens. Donc du coup, on a progressivement changé des choses dans notre quotidien. Dans les cosmétiques, on est passé au bio. Là par contre, quasiment à 100% bio. Et on a commencé à remplacer nos Tupperware en plastique par des contenants en verre au fur et à mesure et utiliser de moins en moins de produits tout fait en fait du quotidien qui, on le sait, sont pas très bons pour la santé. En parallèle, je me suis aussi mise au yoga. J'étais pas du tout quelqu'un de sportif. Non, je fais 3 heures de sport par semaine, donc je suis assez contente de moi. C'est un challenge, un défi, et on en apprend tous les jours. Et je pense que le yoga dans l'endométriose est vraiment un super élément pour alléger les douleurs. Alors évidemment, ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut être régulier et il faut en vouloir. Mais je pense que ça aide énormément, et également la méditation.
ou bien la cohérence cardiaque. C'est pas mal aussi. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé le yoga, je suivais le compte Instagram de Nina Guénaud et Yoga Coaching qui est sur Instagram, qui a sa propre chaîne YouTube et qui fait des vidéos spéciales endométriose, du yoga spécial endométriose. Donc ça, c'est des pistes sympas quand on peut pas se payer du sport au début, quoi. Mais finalement, moi, j'ai rejoint un groupe. J'aime bien interagir avec les gens, donc ça pas mal. Après, j'ai mis en place aussi, mais ça c'est dernièrement, donc c'est pas encore acquis, parce que quand on met des choses en place, comme je disais, faut y arriver dans la longueur, donc faut que ce soit des habitudes. S'ancrer dans des habitudes, c'est pas toujours évident au quotidien quand on n'a pas le temps, donc faut vraiment s'investir à fond. Et moi, j'ai commencé à faire aussi des bains dérivatifs. C'est la méthode Guillain. En gros, ça consiste à rafraîchir le périnée et ça détoxifie le corps et ça peut enlever aussi certaines douleurs. J'ai pas encore tout testé, donc je sais pas ce que ça va donner au quotidien, mais on en parle pas mal sur les réseaux de ça. Et c'est une technique qui date, je crois que c'est des années 70, si je me trompe pas. J'ai testé aussi le CBD, des tisanes de CBD et le CBD en huile, mais ça n'a pas eu d'effet escompté sur moi, pas énormément. Et d'ailleurs, quand j'ai mes règles, je prends aussi de la tisane de feuilles de framboisier. Mais le fait d'avoir eu un cancer m'a limité pas mal en naturopathie parce qu'il y a certaines choses que je ne peux plus prendre. Donc voilà. Et après, je fais 2 cures chaque année pour restaurer la flore quand il y a un changement de saison. Donc plutôt une cure en septembre et une autre cure en mars. Je crois que l'essentiel de toute façon de tout dont je parle, des outils que moi j'ai mis en place, c'est de trouver en fait ce qui va faire du bien à chacun. Et une fois que tu trouves ça, c'est génial parce que ça diminue les douleurs quand même, sans médicaments. Parce que aujourd'hui, là, je ne prends plus aucun médicament, même pas un Doliprane. Donc après, j'ai des douleurs, mais j'arrive à les gérer. Et la gestion de la douleur sans les médicaments, pour moi, c'est le méga succès que j'ai réussi à faire en 3 ans. Mais je rebondis sur un truc quand je disais que je faisais 2 cures par an, c'est des cures de probiotiques. J'ai oublié de spécifier. Et dernièrement aussi, j'ai commencé de la kiné périnéale pelvienne. Donc, c'est une kiné qui est spécialisée en endométriose et qui va travailler donc en interne sur le viscéral avec certaines méthodes combinées à l'ostéopathie. Et évidemment, j'ai pas parlé de l'ostéopathe, mais mon ostéopathe, je le vois entre 6 à 9 fois par an. Et ça aussi, ça fait vraiment du bien pour remettre le corps en place. Il y a plein de solutions, il y a plein d'idées. Je donne juste des pistes. Chacun fait comme il veut, mais de toute façon, faut tout tester parce que ce qui va marcher sur quelqu'un va pas forcément marcher sur l'autre. Concernant l'endométriose et la maternité, tu es passé par un parcours PMA pour te donner le plus beau cadeau, ton fils. Et tu as fait le deuil, en fait, d'une famille nombreuse afin de préserver ta santé, j'imagine. J'ai fait le deuil d'une famille nombreuse pour préserver ma santé, inconsciemment, sans doute que oui. J'avoue que j'ai eu un parcours PMA assez traumatisant, moralement que physiquement. J'étais pas préparée à toutes ces douleurs que ça pouvait engendrer au niveau du corps. Faut se remettre 8 ans en arrière. À l'époque, on n'expliquait pas grand-chose. Et en fait, les injections d'hormones ont fortement engendré des douleurs au niveau de mon endométriose, mais on m'a jamais rien dit, donc je savais pas si c'était normal ou pas. J'ai quand même eu de la chance de tomber enceinte de mon fils assez rapidement. Et sincèrement, il a comblé mon attente d'être maman, même si avant d'être malade, j'aurais souhaité avoir une famille nombreuse. Moi, je suis fille unique, donc je voulais pas recréer ce schéma d'enfant unique, mais malheureusement, on est parti dedans. À l'âge de 40 ans, j'ai reconsidéré le fait d'être maman.
mais l'endométriose est arrivée, a percuté de plein fouet. À 41 ans, j'ai eu le cancer du sein, et donc finalement, ça a mis un trait final à ce projet de maternité. Donc, la maladie, elle grignote tellement de moments du quotidien que, voilà, je sais que mon corps n'aurait pas pu avoir porté la vie une deuxième fois. Il est fatigué et c'est OK. J'ai accepté ses limites, comme dirait Kim Macmillan. J'ai fini par m'aimer pour de vrai. Ça, c'est une référence au poème du dernier roman de Maud Ankaoua, un poème qui a été écrit par Kim Macmillan. Donc, en fait, moi, j'ai juste de la gratitude d'être maman dans cette vie-là, et j'espère de tout cœur que d'autres connaîtront cette joie par quelque moyen que ce soit d'ailleurs, parce que c'est pas non plus une finalité. L'important, c'est toujours d'atteindre son bien-être. Et je conclus cette phrase parce qu'on avait décidé avec mon mari de faire don de nos ovocytes congelés qui étaient restés à l'hôpital. Mais malheureusement, on a eu un refus de la part du service, du fait que j'ai un cancer qui n'est pas génétique, mais en gros, c'est une exclusion directe pour faire don des ovocytes. Donc, c'est dur. C'est dur à accepter. Moi, j'aurais voulu, avec mon mari, aider d'autres familles qui passent par tout ce parcours PMA, qui est un parcours difficile, mais ça ne se fera pas. Et ça, faut en faire le deuil aussi. Tu as absolument raison. Alors franchement, tu as absolument raison. Il faut écouter son corps et accepter d'être en phase avec lui. Et lors de ton suivi pour ton endométriose, c'est à ce moment-là que tu as découvert ton cancer du sein ? Comment tout a commencé ? Oui, alors effectivement, depuis des mois, je souffrais de mastose au sein, puisque comme j'avais arrêté mes traitements hormonaux, c'est-à-dire la pilule, j'avais pas mal de dérèglements de ce côté-là. Et donc d'ailleurs, j'avais un suivi avec une naturopathe et je prenais de l'homéopathie. Mais malgré tout ça, persistaient ces douleurs dans les seins vraiment atroces. D'ailleurs, pour faire une petite aparté, pour expliquer ce qu'est une mastose, en général, donc les seins qui sont atteints de mastose ont une particularité, c'est qu'ils ont une forte densité de tissu glandulaire. En général, c'est génétique. Certaines femmes naissent avec ce type de sein. Et la particularité, c'est que ça rend les seins très sensibles aux variations hormonales. Donc, je vois régulièrement mon ostéopathe de confiance, et là, il ne peut rien faire évidemment pour moi pour les mastoses. Enfin, on a essayé, mais en tout cas, ça ne marche pas. Donc, il me dirige vers une sage-femme. Donc en fait, c'est au détour d'un rendez-vous avec mon ostéopathe de confiance que je vais rencontrer une sage-femme pour faire de l'ostéopathie interne afin de soulager mes cycles menstruels douloureux, que tout va se jouer. Une première rencontre me met en confiance et nous décidons de nous revoir mi-octobre. Finalement, après discussion, nous ne faisons pas de seconde séance car la première a vraiment été douloureuse et on discute d'homéopathie. Elle me prescrit quelques trucs pour soulager les symptômes menstruels notamment et pour les douleurs au sein. Et on se dit qu'on va laisser passer 2 cycles et qu'on va se revoir en décembre. Comme j'ai plus de gynécologue, je lui demande également si elle peut me prescrire une échographie mammaire pour m'assurer que tout va bien. Et pour me rassurer aussi et me dire que voilà, c'est cette endométriose qui ne me laisse pas tranquille. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai une intuition depuis des mois de faire un examen des seins. Donc voilà, il faut que je le fasse. Même quand on est malade, des fois on a envie d'échapper à certains examens qu'on remet au lendemain. Mais finalement, je vais quand même prendre le rendez-vous. Et je pense que là encore, une fois de plus, c'est ma petite voix intérieure qui m'a dit « Aurélie, tu as des douleurs, il faut quand même te prendre en main ». Et souvent, quand on a des douleurs, nous les femmes, on se dit que ça va passer et puis on remet nos rendez-vous à plus tard. Mais pour les seins, franchement, si j'ai un conseil à donner, c'est de ne jamais remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même.
Donc finalement, j'appelle le centre d'imagerie de ma ville pour prendre un rendez-vous. On sait que les délais d'attente en général sont longs, sauf que comme j'ai beaucoup d'antécédents gynécologiques, on me donne un rendez-vous assez rapidement, il me semble. Je sais pas, j'ai pas dû attendre plus de 15 jours, 3 semaines. Et donc le rendez-vous est un vendredi après-midi, en fin de journée. On fait d'abord l'échographie mammaire. Puis, le spécialiste me demande de faire une mammographie. Puis, il me remet en échographie de nouveau. Et je vois qu'à sa tête, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Et là, il me dit qu'il y a des calcifications dans mon sein. Donc, des calcifications, ça existe. Ça ne veut pas forcément dire que c'est un cancer. Donc, je lui dis, ce sont des calcifications, mais ce n'est pas grave. Et là, il me regarde, il me fait si, c'est grave. Donc là, tout a commencé à vriller dans ma tête. Et d'un coup, d'un seul, je me suis dit, j'ai un cancer, en fait. Et il me dit, il faut que vous veniez passer une biopsie lundi matin en urgence. Et il me laisse tout le week-end comme ça, sans me donner les résultats de l'échographie mammaire, bien évidemment. Et donc là, dans ma tête, ça a cogité. Et je pense qu'au fond de moi-même, je savais déjà que j'avais un cancer. Je ne sais pas pourquoi, mais je le savais. Le lundi matin, on a fait la biopsie. J'ai eu très mal. Sincèrement, on dit que c'est un examen qui n'est pas douloureux, mais j'ai eu un bleu pendant... Et puis, tout s'enchaîne rapidement. 15 jours après, je reçois un appel téléphonique de mon médecin traitant. Donc, c'est moi qui lui avais demandé de m'appeler. Hein. Forcément, il voulait qu'on se voit en rendez-vous, mais moi, j'avais déjà le scénario en tête. Donc, je lui dis, c'est pas la peine, appelez-moi et dites-moi dès que vous avez les résultats. Et effectivement, le diagnostic tombe. J'ai un cancer du sein hormonodépendant, stade 1, grade 2. Et il faut mettre les choses en place très rapidement. On m'annoncera une fois de plus que mon cancer est plus grave que prévu et que d'une tumorectomie, je passe à une mastectomie sans conservation de tétons, donc avec le parcours chimiothérapie et tout ce qui va bien. Donc c'est vrai que ça a été des moments compliqués, mais finalement, t'as pas le choix que d'avancer. Tu te poses pas de questions et tu avances. C'est pas être en mode guerrier ou quoi que ce soit, parce qu'on en parle souvent dans les discours de cancer. C'est juste que t'as pas le choix et que tu dois avancer, en fait. Et quelle était ta plus grande crainte en apprenant ton cancer du sein ? J'imagine que... Enfin, tu t'es dit dans ta tête que non, c'est pas possible. Je peux pas avoir un cancer du sein en plus de ce que j'ai déjà avec l'endométriose, enfin, tous les problèmes de santé actuels. Donc, tu t'es sentie comment ? Ma plus grande crainte en apprenant mon cancer du sein, c'est très sincèrement, c'est la première idée qui m'est venue, c'est de me dire que je vais mourir, quoi. Que j'ai 42 ans et que j'ai pas vécu tout ce que j'avais besoin de vivre, que je vais laisser mon fils, que je vais laisser mon mari. Ça a été la première crainte. Voilà. Quand on t'annonce une tumeur, tu meurs, sans faire de jeu de mots. C'est juste très, très fort, quoi. Et je veux pas minimiser le nombre de personnes qui en meurent parce que depuis 2018, on attend toujours les chiffres des femmes qui décèdent du cancer du sein. On a beau dire que c'est un cancer duquel on guérit bien, c'est pas vrai. C'est une bataille de passer par tous ces traitements-là. Donc ça a été ma plus grande crainte. Et mes deux autres craintes, c'était de faire de la chimiothérapie, de perdre mes cheveux, de perdre mon identité. Et l'autre, c'était de faire la mastectomie. Parce que, en fait, j'ai plusieurs femmes dans ma famille qui ont été atteintes d'un cancer du sein, même si c'est pas génétique, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas trouvé de génétique. J'ai connu ma grande tante, je l'ai vue avec un sein non reconstruit quand j'étais adolescente et ça m'avait choquée. Cette image du corps sans sein, ça m'avait bouleversée.
Et là, je me suis dit, tu vois Aurélie, t'es devant tes plus grandes craintes, c'est de faire une chimiothérapie et d'avoir une mastectomie, et tu vas devoir les affronter, ces craintes. Donc, voilà, c'était ça, mes craintes. Je pense que beaucoup de femmes ont les mêmes craintes. On se rejoint toutes. Mais la chance que j'ai, et on va transformer ces craintes en autre chose de positif, c'est que tout au long de mon parcours, j'ai rencontré énormément de gens, énormément de femmes sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie, avec des points communs, une sororité énorme. Et ça m'a transportée, ça m'a aidé à avancer dans ce chemin de résilience. Et puis, mon arme secrète, ça a été l'humour tout au long de mon parcours. Je me suis déguisée d'ailleurs pour la dernière chimiothérapie en Wonder Woman. Voilà. Si vous voulez aller voir ça, c'est sur mon compte. Mais j'ai fait énormément de choses, je me suis dépassée. Et ce dépassement de soi, ça m'a permis d'avancer. Je passe par des moments difficiles depuis 2019, hein, tout s'enchaîne. C'est comme si l'univers s'était ligué contre moi. Donc en 2019, je fais une double fracture du poignet. En 2020, j'ai une récidive d'endométriose. En 2021, un cancer du sein. Je crois que il faut percuter. Il y a un message là. On essaye de me dire quelque chose. Mais le truc, c'est qu'en plus, j'étais vraiment concentrée sur l'endométriose, puisque comme je m'étais mis à des choses naturelles depuis 2 ans, évidemment, il faut apprendre la gestion de la douleur. J'essaye d'aller rencontrer un des meilleurs chirurgiens d'Europe. Donc, je suis en train de préparer un voyage avec ma mère. Ouais, même si j'ai eu de bons résultats, j'avais envie d'avoir un diagnostic avec quelqu'un, puisque j'avais déjà rencontré plusieurs chirurgiens en France, mais qui me disent que c'est pas forcément opérable. Donc, la chose que je me rappelle à la fin du rendez-vous, c'est, on est encore dans le confinement, je suis en train de chialer derrière mon masque à l'accueil avec la secrétaire, et je prépare les documents pour le lundi suivant. Et puis, je me rappelle envoyer directement un message à mon mari pour lui dire que l'examen n'est pas bon. Et après, j'appelle aussi mon chef, tu sais, pour lui dire que je vais être absente le lundi en fin de matinée. Je sais qu'il essaye d'être rassurant, de me proposer de prendre ce temps. Et je lui dis non, c'est bon, je viendrai au boulot lundi après la biopsie. L'opération. Donc, je me fais opérer le 4 janvier. Je démarre l'année avec une opération. Donc, le chirurgien se veut confiant. Selon la biopsie, mon cancer, c'est juste une tumeur qu'on va me retirer. Donc, on va faire ce qu'on appelle une tumorectomie. Et puis, après, le protocole qui est prévu pour mon cas à moi, en tout cas, c'est radiothérapie, hormonothérapie pendant 5 ans. Moi, je me dis, c'est génial, dans 4 mois, j'ai repris le travail, allez, c'est bon, quoi. Il m'avait dit, cependant, dans le rendez-vous, et ça, je l'ai complètement oublié, que 3 femmes sur 8 se font réopérer après la première opération. Mais ça, c'est vraiment passé à la trappe. Chez moi, je l'ai complètement omis. Pour moi, je me dis, cancer, on fait l'opération, et hop, c'est parti, quoi. Mais en fait, c'est pas ce qui s'est passé. Et donc, 15 jours après, on a le rendez-vous pour le post-op. Donc moi, je pars avec ma mère pour la journée, puisque en fait, mon centre d'oncologie se situe à 75 km de mon domicile. Donc, je pars avec ma mère, je lui dis, écoute, tiens, viens, on va se faire un petit resto, et puis après, on va aller se faire des emplettes, on va aller acheter des soutiens-gorge pour fêter l'opération. Bien mal m'en a pris, puisque quand j'arrive au rendez-vous avec le chirurgien, je vois sa tête et il me dit, bon, eh bien voilà, j'ai 2 mauvaises nouvelles à vous annoncer. Et là, je l'ai regardé, je lui dis, ne me dites pas, je vais le dire pour vous. Vous allez m'annoncer que je vais faire de la chimiothérapie et que je vais avoir une mastectomie. Et il me dit oui. Là, c'est clair que ça a été le pavé sur la tête, quoi.
le pavé sur la tête. Parce qu'en fait, encore une fois, t'es pas maître de ton destin. Moi, je me disais, dans 4 mois, j'ai repris le travail, allez, c'est bon, on passe à autre chose, mais en fait, pas du tout. Pas du tout, du tout. Là, je repars... pour des mois de traitement, de longs traitements, quoi. On m'a quand même laissé le choix. On m'a demandé si je voulais refaire une opération et puis voir en fait si les marges étaient saines. Donc en fait, tu creuses et si c'est bon, eh ben on s'arrête là. Et si c'est pas bon, ben on recontinue les opérations. Et moi, j'ai pas voulu jouer à ça. J'ai préféré tout faire retirer parce que déjà d'une, il y avait une tumeur, mais il y avait aussi des tumeurs dans le canal mammaire. Et puis finalement, quand on m'a retiré mon sein en juillet dernier, on s'est aperçu que j'avais des grains de sable, on peut appeler ça comme ça, des grains de sable partout dans le sein en fait. Donc il était condamné quoi qu'il arrive. Alors, la chimiothérapie, c'est tout un programme. Hein. Moi, j'ai eu 3 EC et 9 Taxol. Je suis pas allée au bout de mes Taxol parce que j'ai commencé à développer d'énormes neuropathies au niveau des pieds et des mains et j'avais déjà des neuropathies auparavant avec mon endométriose, donc les médecins n'ont pas souhaité aggraver mon cas. Moralement, on peut dire que ça s'est bien passé. Physiquement, c'est quand même très dur. 4 mois de chimiothérapie pour moi. Je sais qu'il y en a qui en font beaucoup plus et je me dis chapeau bas. Je pense à beaucoup de copines qui font vraiment plusieurs mois de chimiothérapie. C'est très lourd pour le corps parce que la chimiothérapie, ça détruit les mauvaises cellules et ça détruit les bonnes cellules. Donc, c'est dur de s'en remettre. Là, ça fait presque 1 an que j'ai terminé mes traitements chimiothérapeutiques et je suis toujours pas remise. J'ai pas mal d'effets secondaires, notamment sur mon endométriose. J'ai aussi des effets secondaires au niveau du cerveau. J'ai ce qu'on appelle le chemofog, donc c'est le brouillard dans le cerveau. Donc, faut travailler avec un orthophoniste la mémoire, parce que voilà, j'ai des problèmes de mémoire et de concentration. Donc, c'est pas une partie évidente des traitements. Mais encore une fois, j'ai tenté de rendre les choses marrantes en faisant de l'humour et en postant des trucs à chaque chimio. Et ça m'a aidé. Et l'autre chose qui m'a beaucoup aidé aussi dans mon parcours, c'est que j'ai eu la chance d'avoir un coach sportif adapté en soins de cancer. Donc chaque semaine, je continue encore à l'heure actuelle, je vais faire des séances de sport avec d'autres patients et je fais entre 2 et 3 heures de sport par semaine et ça, c'est clair que ça m'a énormément aidé durant le parcours chimio. Également, j'ai fait pas mal de soins support, comme de la réflexologie, des soins d'onco-esthétique, de l'acupuncture, enfin tout ce qu'on peut faire en soins secondaires pour alléger en fait les effets secondaires de la chimiothérapie. De l'hypomodelage, j'ai mis un certain temps avant de me décider de le faire. Pour la simple et bonne raison que quand même, quand on est dans un parcours de reconstruction, c'est déjà, j'avais envie d'en parler par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, le fait d'avoir vu ma tante sur une reconstruction à plat sur un sein, ça m'avait bouleversée à l'époque. N'empêche que quand il a été question pour moi de savoir si j'allais être reconstruite ou pas, sincèrement, je me suis posé la question de rester à plat ou pas. Et le problème qui se passe dans le parcours, c'est qu'on te laisse très peu de temps pour réfléchir sur des choses et on te propose pas forcément une reconstruction à plat en fait. On te dit voilà, on va faire comme ci, on va faire comme ça.
Et moi, j'avais beaucoup de mal parce que j'aurais voulu faire une reconstruction avec un DIEP, c'est-à-dire utiliser une partie de son ventre ou de son dos, mais chez moi, c'était pas possible à cause de mes antécédents, on va dire, d'une part, et d'autre part, parce que je suis pas grosse. Donc, la seule reconstruction qu'on m'a proposée, ça a été une mastectomie avec reconstruction immédiate par prothèse. Et comme je suis vraiment pas grosse, et du coup, la prothèse, on ne voyait que ça au niveau de mon corps, quoi. Ça faisait une boule ronde et ça faisait pas du tout naturel. Donc, je m'étais dit... de toute façon, je m'étais dit avec mon mari, bon, on reconstruit, et puis si ça va pas, au pire, je pourrais toujours revenir en arrière et repartir à plat. Et puis, quand la chirurgienne m'a dit, on va faire un lipomodelage, j'ai eu un peu les chocottes, hein, on va pas se mentir, hein, j'avais peur que ce soit pire que comme reconstruction, mais je me suis dit encore une fois, allez, ok, on y va, on va faire un test, et puis vraiment, si j'aime pas, je repartirai en arrière aussi, quoi. Donc le lipomodelage, c'est ni plus ni moins qu'une autogreffe, on peut l'appeler comme ça. On prend une partie de notre graisse dans une partie de notre corps. En l'occurrence, moi, c'était l'arrière des cuisses, qu'on réinjecte tout autour de la prothèse pour atténuer les contours qui sont visibles à l'œil nu sur ton sein. Ça s'est bien passé. Dans l'ensemble, je suis assez satisfaite du résultat. Mais c'est très douloureux. Ça a été l'opération la plus douloureuse pour moi, je trouve. J'ai pas pu m'asseoir pendant 4 semaines sur la cuvette des toilettes. Donc, je te laisse imaginer que j'ai fait des acrobaties de ouf. Mais voilà, non, en vrai, je suis contente d'être allée au bout de ma démarche. Après 3 opérations en 14 mois, évidemment, ça fatigue. Et il y a beaucoup de femmes dans leur reconstruction qui ont énormément d'opérations. C'est un truc de malade, hein. Ça fatigue quand même le corps. Et moi, j'ai pas reconstruit le téton et l'aréole. Et pour l'instant, je ne souhaite pas le faire. Je souhaite faire un tatouage par-dessus mon sein, en fait. Je pense que je suis arrivée à la fin de ma reconstruction. Et est-ce que tu as vu un grand changement au niveau de ton alimentation et de ton endométriose, par exemple ? Effectivement, j'ai vu des changements. Mais toute personne est différente, donc il faut souvent faire des tests. Parce que, par exemple, il y a des aliments anti-inflammatoires qui vont fonctionner pour certains et pour d'autres pas du tout. Mais l'éviction du gluten chez moi, ça a quand même permis de déceler que j'étais intolérante au gluten et d'obtenir une affection longue durée qui me permet une partie des remboursements de certains aliments. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et au niveau du confort digestif, j'ai retrouvé un transit intestinal quasiment normal, ce qui est vraiment chouette. Et je ne souffre pas d'endobélie. Donc l'endobélie, c'est quand on a le ventre gonflé. C'est très rare chez moi. Mais je vois bien que quand je fais un petit écart sur mon alimentation, comme par exemple, t'es invité chez quelqu'un, tu vois. Ce week-end, j'étais invitée chez quelqu'un. Ils ont fait un repas sans gluten. C'était super cool de leur part. Mais il y avait de la viande rouge à manger. J'en mange très peu. Et il y avait un dessert avec du lactose. Et voilà, j'ai voulu faire plaisir. J'ai mangé. Mais en rentrant chez moi, j'étais malade peu de temps après. Donc, je sais maintenant les aliments qui me font du bien et ceux qui ne me font pas de bien. Et en fonction de ça, je fais attention parce que ça peut aussi me déclencher pas mal de crises d'endométriose. Là, je pense qu'il faut investiguer chacun. On est tous différents par rapport à la maladie et l'alimentation. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que je partage souvent des recettes sur mon compte Instagram en story de ce que je cuisine. Voilà, ça peut être des exemples pour les gens qui mangent pas de gluten et de lactose. Et je partage beaucoup de comptes feel good au niveau de la nourriture aussi parce que au début, ça a été quand même difficile de changer d'alimentation et t'as pas toujours les clés. Donc, les comptes qui proposent des contenus intéressants, j'adore profiter de partager ça avec toute la communauté.
Lors de ton parcours médical, j'imagine que tu as dû voir un sacré de professionnels de santé. Est-ce que tu as déjà subi des violences gynécologiques ? Ah oui, alors ça, j'en ai vu un paquet de professionnels de santé. J'ai pas compté, mais je pense que j'ai dû voir plus de 100, ouais, au moins plus de 100 professionnels. J'ai tout fait, moi, comme examen. J'ai vu des urologues, j'ai vu des gastro-entérologues, des gynécologues, des médecins traitants, des chirurgiens, des spécialistes pour passer des IRM, des oncologues. Enfin, énormément de monde. Et forcément, dans un parcours médical de 20 ans, il y a eu pas mal de violences. Ouais, pas mal de violences gynécologiques, verbales, où tu es mis sous silence. Tellement d'exemples. Et puis, c'est avec le recul, tu te dis, ah oui, c'est vrai, il n'y a pas plus tard qu'il y a 3 ou 4 mois, j'ai posté une story sur une gynécologue, par exemple, qui a été juste atroce avec moi, tu vois. Donc, ça a commencé, je pense, quand j'étais plus jeune. Le premier gynécologue qui a été atroce avec moi, je l'ai raconté tout à l'heure, mais en gros, il m'a fait souffrir pendant l'examen. J'étais venue avec mon père, j'avais à peine 18 ans, et il a dit à mon père que fallait me tenir, que je savais pas me comporter parce que je lui ai dit que j'avais mal et que j'étais folle et que j'avais besoin de voir une psychologue. Donc c'est quand même très violent, quoi. Quand tu te prends ça dans la face à 18 ans, tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait ? Et puis après, ça continue pendant les consultations où on te rabaisse, où toi, t'essayes de poser des questions et en fait, t'es juste le patient, donc il faut que tu te taises. Il faut que tu acceptes les examens médicaux sans broncher, même quand tu souffres. Ça m'est arrivé de dire que j'ai mal pendant un examen et c'est pas pour autant que la personne arrête l'examen, tu vois. Aujourd'hui, ça me semble impensable. Je pense que si ça m'arrivait aujourd'hui, je pense que je ruerais dans les brancards, quoi. Tout simplement, je me laisserai plus faire parce qu'il y a eu trop d'abus. Dans mon parcours PMA, ça a été l'horreur. J'ai été suivie à l'hôpital de Tenon à Paris et ça a juste été atroce. On était comme des numéros le matin où personne te parle, où tu dois te dépêcher. Si tu arrives 5 minutes en retard, tu peux repartir. Et d'ailleurs, quand on a voulu faire don de nos ovocytes avec mon mari, on est passé par une psychologue et une biologiste qui nous ont posé des questions. Et la psychologue s'est excusée pour le comportement qu'ils ont eu des années auparavant, parce qu'ils savent qu'il y a eu des violences atroces. Des examens qu'on te fait passer alors que tu devrais être sous anesthésie générale, ça aussi j'en ai fait, des coloscopies où on te colle la drogue du violeur pour te faire l'examen plutôt que de faire une anesthésie générale et où tu as des flashbacks de gens qui te tiennent. Enfin, j'ai tellement d'images en tête que c'est vrai qu'après, ça devient compliqué d'avoir une bonne relation médicale. Et la plupart du corps médical qui m'entoure, c'est moi qui les ai choisis. Et aujourd'hui, j'ai besoin d'un réel dialogue avec ces gens-là. C'est 50-50. Je parle et tu parles, quoi. J'ai pas envie d'être muselée, comme ça m'est arrivé une fois où quand je suis arrivée avec mon dossier médical, tu vois, pour expliquer mon cas, le gars, il m'a regardé, il m'a dit non mais c'est bon, gardez vos informations, c'est moi le médecin. Ça, c'est tellement violent, quoi. Parce que finalement, quand tu écoutes le patient, c'est 50% du travail en moins pour le médecin, puisque tu te donnes toute ta symptomatologie, etc. Donc, c'est tellement aberrant, je te jure, ça me tient à la gorge. Rien que d'en parler, c'est énorme, quoi. Et du coup, forcément,
si tu me poses la question aujourd'hui, j'ai plus de gynécologue attitré parce que j'ai eu trop de violence de ce côté-là. Et donc, je disais la dernière en date, justement, c'est une gynécologue que je suis allée voir pour mon suivi oncologique que je dois faire une fois par an. Et j'avais des rectorragies. Donc, je suis allée la voir pour ça, en fait, pour faire une échographie de contrôle. Et là, elle me dit, mais de toute façon, vous avez un cancer hormonodépendant, donc vous êtes sous hormonothérapie. Et là, je lui dis, non, pour l'instant, je la prends pas, j'ai des difficultés, des effets secondaires assez énormes. Et là, elle me regarde, elle me fait, ah non, mais il faut prendre rendez-vous tout de suite avec votre oncologue, parce que là, c'est pas possible. L'année prochaine, vous allez refaire un cancer. T'imagines me dire ça à moi? Bon, moi, j'encaisse les coups, mais quelqu'un qui est fragile psychologiquement, c'est juste atroce. Je sais que je dis beaucoup le mot atroce, mais c'est vrai, il y a que ça qui me vient à l'esprit. Et avant ça, j'ai eu une gynécologue, mais c'est à 40 ans que tout a basculé quand je suis allée la voir, parce que je souffrais sous pilule. Et donc, on avait essayé pas mal de choses, on avait changé de pilule. Et à la dernière consultation, je me souviens très bien, je lui dis, j'ai très mal, qu'est-ce qu'on fait? Et là, elle me regarde, elle me fait, écoutez, vous êtes un cas désespéré, moi je peux plus rien faire pour vous, donc je vous propose l'ablation de l'utérus. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Je ne peux plus continuer comme ça. J'ai plus confiance dans les gynécologues. C'est terminé, quoi. Je ne l'ai plus jamais revu. J'ai demandé mon dossier médical, un rapatriement, et voilà. J'attends de trouver la perle rare, d'ailleurs. Si quelqu'un m'entend et qu'il est sur la région 35, n'hésitez pas à me donner votre contact. Et aujourd'hui, comment tu te sens? Aujourd'hui, j'avoue que je me sens vidée et fatiguée de tous ces derniers mois de survie, d'examens, de chimio, d'opérations, de réapprendre à connaître mon corps après la chimiothérapie et les effets que ça a sur l'endométriose. Parce qu'il n'existe à l'heure actuelle aucune donnée scientifique ni étude de l'impact direct que ça a. Donc je réapprends, je repars de zéro, voilà. Mais toujours avec un côté très positif et dans la bienveillance et résiliente, et toujours avec de l'espoir dès qu'un nouveau jour se lève, je suis toujours pleine d'espoir dans beaucoup de choses. Et puis comment je me sens, j'ai l'impression d'être une nouvelle personne qui apprend à se redécouvrir. Je ne sais pas ce que j'ai envie de faire. J'ai un peu cette ambivalence en ce moment d'avoir envie de faire des choses, mais pas. Tu vois, je me cherche et ça prend. Enfin, c'est tout un chemin de vie de toute façon d'apprendre à se connaître, mais encore plus quand tu as vécu la maladie et quand tu ne sais pas de quoi l'avenir est fait en fait. Profiter de la vie et de ces petits plaisirs qui sont tellement insignifiants. Quand tu vois, tu ouvres les yeux le matin, tu ouvres ta fenêtre et il y a un grand soleil. Rien que ça, c'est déjà beau. Mais avant, on s'en rendait peut-être pas forcément compte. Et puis après, il y a quelque chose qui est très important pour moi que j'ai fait avec la maladie, ça m'a appris à lâcher prise. Lâcher prise complètement et surtout me défaire des personnes, des relations toxiques. Vraiment, ça m'a aidé à avancer et ça m'aide encore aujourd'hui. Je sais maintenant dire non là où avant je disais oui pour faire plaisir à tout le monde. Ça, c'est la Aurélie 2.0, quoi. J'avance et je donne mon opinion, qu'elle plaise ou non, en fait. Tant que je me fais plaisir à moi, c'est l'essentiel. Si tu as un ou des conseils à donner aux auditrices qui nous écoutent, qui doivent jongler entre cancer du sein, endométriose, quel message tu souhaites leur faire passer ?
pour les femmes qui sont atteintes à la fois d'endométriose et qui un jour souffrent d'un cancer, que ce soit un cancer du sein, un cancer du col de l'utérus, un cancer colorectal, enfin n'importe quel type de cancer. J'ai envie de dire que les réseaux sociaux sont là pour aider et libérer la parole. Et j'avoue que moi, ça m'a fait du bien d'avancer en discutant avec des gens. Si je me suis fait appeler Endo-Cancer Braise à la base, c'était pour donner de la visibilité à ces deux pathologies. Et grâce à mon nom, j'ai réussi à rencontrer beaucoup de femmes qui sont dans la même situation que moi. Donc c'est vrai que ça m'a fait du bien. Et puis j'ai créé un espace de parole sur Facebook, un petit groupe qui s'appelle Endométriose et cancer, où si les gens ont justement des questions relatives au traitement, qu'est-ce que ça déclenche sur l'endométriose quand je prends tel traitement, parce que voilà, moi je me suis posé des questions dans mon parcours. J'ai eu un kyste qui a explosé au tout début de la chimio et je me suis retrouvée désemparée, démunie, seule. Donc je suis heureuse de toute cette sororité qui existe et je remercie les réseaux sociaux pour ça. On dit souvent qu'il y a beaucoup d'aspects négatifs, mais moi j'en ai pas trouvé. Voilà. Donc je vous souhaite une belle fin de journée et merci à tous de votre écoute. Et bien ce sont sur ces conseils d'espoir que nous achevons cet épisode. Chère auditrice, merci de nous avoir écoutés et je vous dis à bientôt. À très vite surtout pour un prochain épisode. Je suis désolée mais cet épisode m'a vraiment bouleversée en fait. Avec tout ce qu'Aurélie a dit. Je sais qu'on est beaucoup à vivre ce genre de violences gynécologiques lors de nos parcours de santé. Surtout des parcours de santé longs. On parle de grands parcours de santé où on voit un max de professionnels de santé. Et du coup, on sait qu'ils sont là pour un certain temps dans nos vies. Donc il ne faut pas hésiter à en changer quand nous ne sommes pas en confiance, quand on ne peut pas poser les questions, parce que nous sommes en droit de poser des questions. C'est notre corps, c'est notre santé. On a le droit de se questionner.